Ok, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, j'aimerais franchement féliciter Jonathan, toute l'équipe de StackingSat, parce que l'événement il est juste magnifique. Ça fait plaisir d'avoir une conférence Bitcoin, parce que moi j'étais très friand avant le Covid d'aller un peu partout dans le monde, de rencontrer les Bitcoiners, et ça me manquait beaucoup. Et je suis content que ça recommence, en plus en France, c'est génial. Donc voilà, bravo, merci beaucoup Jonathan. Donc, alors je suis Gilles Cadignan, je suis CEO de Wallet, qui est une startup rennaise. Pour résumer, en gros, on est un peu le DocuSign sur Bitcoin. Et on est basé sur Bitcoin parce que on fait de la preuve et de la preuve à grande échelle. Et si on est basé sur Bitcoin, c'est qu'on pense que Bitcoin est le protocole qui est le plus sécurisé et le plus résilient. Et le plus aussi résistant à des attaques. Donc, en fait, pour commencer, j'avais une première image. Alors ça, vous savez ce que c'est? Non? Exactement. Alors, on parle beaucoup du Bitcoin comme étant le honey badger, le ratel du Cap, le Mellivora capensis. Mais on peut parler aussi de tardigrade numérique, parce qu'en gros, le tardigrade, c'est un animal qui est la résilience par excellence, capable de résister à des températures entre le zéro absolu et les 300 degrés. Et il est capable de vivre dans l'hostilité, dans l'adversité. Donc, j'aime bien cette image de Bitcoin comme étant le tardigrade numérique. Et bon, certains ici le savent. Je vais pas le cacher. Je fais partie de cette caste obtus, bornée, égoïste, certains diront complotiste, cette caste qui refuse de se soumettre à l'ordre établi, qui va sans cesse questionner le discours de nos élites. Non, je ne parle pas des anti-vax, mais je parle des bitcoins maximalistes. Voilà. Récemment, on a vu plusieurs personnes qui s'exprimaient publiquement contre le bitcoin maximalisme. Alors, c'est marrant, il y en a même qui s'étonnent qu'en 2021, le bitcoin maximaliste existe encore. J'ai vu ça récemment. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça m'a fait bien rigoler parce que, en fait, en 2021, il n'y a jamais eu autant de Bitcoin maximalistes. Alors, l'idée, c'est se questionner pourquoi des fous, un peu comme moi, mettent leur foi dans un protocole unique, quitte à passer à côté de révolutions comme la signature de condensat de JPEG, de chats ou de singes drogués, ou la fameuse finance décentralisée et ces tractions de tapis régulières, eh bien c'est parce qu'on croit que la propriété principale de Bitcoin, c'est sa résistance, sa résilience, et que c'est le mieux placé pour être là dans 50 ans. Et si Wallet, on utilise Bitcoin, c'est parce que on veut que nos preuves soient vérifiables dans 50 ans, dans 100 ans, voire dans 150 ans. Donc il faut évidemment la capacité de vérifier les transactions depuis le Genesis block. Donc aujourd'hui, en 8 ans maintenant, que j'ai découvert Bitcoin un peu par hasard, j'ai pu témoigner de la robustesse, la résilience du protocole. Et mon Bitcoin maximaliste, il repose avant tout sur le fait que Bitcoin et son infrastructure ne cesseront de se renforcer plus il sera attaqué, en fait. Du coup, la résilience de Bitcoin, elle va se construire dans l'adversité. Je vais citer Sénèque. L'arbre devient solide sous le vent. Donc plus Bitcoin est attaqué, plus Bitcoin devient fort. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, je vais aborder une vision générale des vecteurs d'attaque sur Bitcoin. J'ai divisé en 5 grandes familles. Je n'ai pas tout abordé, j'ai pas le temps. Mais pour chaque grand vecteur, je vais identifier les attaques possibles et les moyens de défense qu'a Bitcoin en fait pour y remédier et trouver des contre-mesures. Donc voilà, je vais me focaliser sur les attaques qui concernent le protocole, l'infrastructure, pas les attaques sur vos Bitcoins, qui sont encore une autre famille d'attaques. Donc la première attaque, c'est l'attaque via le code. C'est le premier vecteur. Alors, pour moi, la véritable naissance de Bitcoin, c'est pas le white paper en 2008. La véritable naissance, c'est Bitcoin version 0.1, sorti en janvier 2009, parce que c'est vraiment dans le code qu'on avait des choses très importantes du consensus qui n'étaient pas écrites dans le white paper. Par exemple, la limite des 21 millions était définie dans le code et pas dans le white paper. Donc Bitcoin, c'est avant tout un protocole informatique qui est soutenu par des logiciels
qui assure la bonne transmission des informations entre tous les membres du réseau. Comme dit l'adage bien connu, cypherpunks write code. Et Bitcoin, c'est avant tout du code. Du coup, le premier vecteur d'attaque à laquelle on pense, c'est le code, c'est l'exploitation d'un bug, l'introduction de code malveillant, les attaques par déni de service, qui pourraient et seraient capables de mettre à mal le protocole, voire le tuer. Hein, certains le pensent. Si j'en parle en premier de ce vecteur, c'est que je pense qu'il s'agit du vecteur le plus sérieux, même si c'est pas le plus discuté ni le plus médiatisé. Alors, certains d'entre nous, quand je parlais des conférences tout à l'heure, ont assisté en 2017 à la formidable conférence qui s'appelait Breaking Bitcoin. Certains des organisateurs sont là aujourd'hui. Et comme son nom l'indique, il s'agissait d'une conférence où le sujet principal, c'était les attaques possibles sur Bitcoin, les moyens d'y remédier. Et en préparant un peu cette keynote, j'ai revu en fait les vidéos de Breaking Bitcoin. J'étais un peu nostalgique. Et c'était un événement vraiment exceptionnel à Paris qui réunissait les plus grands noms de l'écosystème. Et même au-delà, puisqu'on y avait toléré quelques shitcoiners, comme ici d'ailleurs, un peu trop à mon goût. Et donc je vous invite d'ailleurs à visionner sur YouTube si vous n'y étiez pas. Et lors de cette conférence, pour moi l'événement le plus marquant, c'était la présentation de Christopher Jeffrey de Purse.io. En fait, il a démontré devant un public médusé comment il faisait tomber tous les nœuds de Core juste en relayant un type particulier de bloc qui contenait un type de transaction un peu spécial mais quand même valide, et on voyait tous les nodes tomber out of memory. Et là c'était un peu le scandale au Q&A à la fin. C'était un peu le pugilat, parce qu'il y avait des core devs qui disaient ah comment ça, tu nous as pas dit avant, tu dis ça dans un événement public. Enfin bref, c'était vraiment violent. Bon, ils sont pas venus aux mains, hein, c'est des nerds quand même, donc ils se sont juste insultés. Et ça en fait, c'était un événement génial parce que on était en plein block size debate. Et le mec qui a dévoilé la vulnérabilité, en plus il était du côté obscur, il était côté big blockiste en plus, donc vous imaginez le. Et donc on l'a accusé de faire ça, voilà, pour défendre son camp. Donc en fait, cet épisode il est intéressant parce que on avait un vecteur d'attaque qui était en fait corrigé parce que il y avait une version qui venait de sortir qui corrigeait le problème, mais évidemment tous les nœuds du réseau avaient pas upgradé. Il y a encore des nœuds qui tournent sur des versions qui sont vulnérables à cette faille en fait. Donc cette anecdote, elle illustre le fait que le vecteur d'attaque du code est bien réel et qu'il y a toujours une possibilité d'exploiter une faille qu'on connaissait pas jusque-là, une 0D pour les intimes. Donc un autre épisode sur le code, c'est un plus ancien, cette fois-ci il est beaucoup plus commenté. Il a lieu au début du protocole, en 2010, avec la fameuse CVE 2010-5139, qui a permis à un petit malin, dans un bloc, de générer 92 millions de bitcoins dans le Genesis. Et évidemment, ça a été corrigé grâce à un soft fork. À l'époque, je pensais que c'était un hard fork, mais en vérifiant, c'était un soft fork, qui a permis de résoudre le problème. Parce que bon, une petite inflation de 92 millions, c'était quand même assez gênant. Hein, pour de la cérémonie. Donc tous ces événements, ils ont bien existé, et il en existera sûrement d'autres, même si j'espère, qu'ils seront de moins en moins nombreux. En fait, ils constituent des menaces plus que sérieuses, qui sont capables de mettre en péril le protocole, mais comme l'expérience l'a prouvé, il y a plusieurs choses qui nous permettent de rester optimistes par rapport à ces risques. Alors premièrement, le protocole lui-même. Le protocole lui-même, il est conçu pour sécuriser des fonds, et donc, il a fallu réduire au maximum la surface d'attaque. Certains d'entre vous, la majorité peut-être, puisqu'on est dans la première partie de spécialistes, savent qu'au début, dans Bitcoin, il y avait beaucoup plus d'opcode que maintenant. Et c'est Satoshi lui-même qui les a retirés parce qu'on avait trouvé deux bugs assez graves. Donc, il y avait un premier, un peu comme la faille, la vulnérabilité dévoilée à Breaking, qui faisait crasher les nœuds quand il y avait un script qui contenait l'opcode op-l-shift. Et le deuxième, qui était encore plus sévère, il permettait tout simplement de dépenser les coins des autres, en fait. Voilà. Donc c'était assez grave. Donc au final, bizarrement, aucun de ces deux bugs n'a été vraiment exploité sur le mainnet.
Et on a dû attendre la version 0.3.5 pour corriger ces bugs. Et notamment, c'est une version qui a viré quasiment la moitié des opcodes. Enfin, je sais plus la proportion, mais il y en a beaucoup qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas utilisés et que Satoshi et d'autres considéraient que ça augmentait la surface d'attaque, parce qu'on se rend compte qu'avec un code qui est complexe, ben, on peut plus facilement l'attaquer, on n'a qu'à regarder Ethereum. Donc c'est l'idée. Il y a une autre raison de rester optimiste, c'est la communauté. En fait, sur Bitcoin, on a la chance d'avoir on disait qu'on avait un manque de développeurs, mais en fait, en termes de cryptographes, on a quand même des top-notch du sujet. Et on a surtout des perdus qui scrutent le réseau et qui scrutent le protocole en permanence. Et donc, à chaque fois, les exemples que j'ai cités, ils venaient de la communauté elle-même. Et bien sûr, on s'empêche pas qu'un jour, quelqu'un de très doué ou de mal intentionné attaque le réseau sans informer personne, mais comme tout est question de théorie des jeux et d'incentive pour l'attaquant, ben, derrière, comment il va mettre ça en place, et surtout comment il va éviter que la communauté ne réagisse par rapport à cette attaque assez rapidement. Donc, pour conclure sur ce premier vecteur d'attaque, je dirais qu'il s'agit de la menace la plus sérieuse, le vecteur d'attaque le plus sérieux, qui est le code, mais que Bitcoin a des moyens quand même, comme le tardigrade, de se relever, et cette résilience un peu dans son ADN. Donc la deuxième attaque, c'est l'attaque via le mining. Bon, ça aussi, on y pense assez rapidement quand on pense à Bitcoin. Les mineurs, ce sont ceux qui construisent les blocs. Donc il est logique de penser que ce sont les mieux placés pour effectuer une attaque. Mais encore une fois, c'est sans compter sur un équilibre un peu génial du consensus de Nakamoto, qui fait qu'avec les incentives, ben, c'est pas si simple que ça. Donc attention, comme tous les autres vecteurs, je dis pas qu'une attaque n'est pas impossible. Au contraire, plusieurs attaques bien concrètes sont largement documentées. Non, le propos ici, c'est que Bitcoin a été conçu de façon à ce qu'il puisse se remettre rapidement d'attaque sur le minage, sans affecter sa proposition de valeur initiale, qui est pour moi, voilà, la résistance à la censure, la souveraineté, etc. Donc plusieurs attaques sont possibles via le mining, mais on va parler de la plus classique, qui est la fameuse attaque des 51%. Donc en théorie, il suffirait pour un acteur d'acquérir 51% du hash rate global pour pouvoir espérer réussir une telle attaque. Donc il y a quelques années, elle était beaucoup citée par les détracteurs de Bitcoin, mais bizarrement on en parle beaucoup moins, parce que maintenant c'est l'énergie. C'est beaucoup plus simple de critiquer la consommation énergétique. Donc on va essayer d'imaginer comment, déjà concrètement, on pourrait acquérir 51% du hash rate. Donc on a deux choix. Alors il y a soit acquérir le matériel, les ASICs pour voilà, obtenir la puissance de calcul, soit prendre le contrôle des pools de minage. Donc si on parle de l'acquisition de hardware. Donc admettons, vous connaissez ce sketch de Bigard de la chauve-souris, admettons qu'on acquiert la puissance de calcul 51%. Comment on fait? Ben c'est un peu dur, en tout cas aujourd'hui, dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs. Mais admettons qu'il n'y ait pas de pénurie de semi-conducteurs. Dans ce contexte, on va avoir 120, aujourd'hui on a 120 exahash de puissance de calcul sur Bitcoin, donc il faudrait, pour acquérir 51%, acquérir encore 120 exahash, puisqu'il y a déjà 120 exahash sur des mineurs honnêtes. Donc ça, franchement, ce sera environ des centaines de milliers d'ASIC. Et mon point, c'est que ça se verrait, ça passerait pas inaperçu. Et encore une fois, à partir du moment où ça se voit, la communauté et le protocole global a déjà des outils pour réagir. Typiquement, on pourrait, par exemple, imaginer un changement d'algorithme de hachage qui, d'un coup, pourrait complètement... tout le matériel deviendra obsolète, caduc. Ça, c'est un moyen de s'en prémunir. Alors,
Une autre solution pour un État, par exemple, ce serait de saisir en fait le matériel existant. Mais bon, là aussi, niveau discrétion, ça se verrait et on trouverait les mécanismes pour s'y préparer, pour contre-attaquer. Donc du coup, la deuxième option, pour moi, c'est la meilleure, c'est la prise de contrôle des pools, en fait, qui serait beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Mais donc en fait, on prendrait le contrôle des pools, on pourrait même faire ça discrètement, mais au bout d'un moment, quand on essaierait de mettre en œuvre cette attaque, encore une fois, ça se verrait et les mineurs n'auraient qu'à quitter le pool compromis ou les pools compromis. Donc, mais admettons que la chauve-souris elle y arrive et les mineurs ils n'auraient donc qu'à quitter le pool. Et on a vu ça d'ailleurs. C'était en 2014, je crois. On avait un pool qui avait presque 50% de la puissance de calcul. Et à partir du moment où il est arrivé à 49, tout le monde est parti, tous les mineurs se sont barrés du pool. Et même quand on parlait de la centralisation du minage avec les plus gros pools qui étaient chinois, on oubliait de dire en fait que même sur les pools chinois, il y avait des mineurs qui n'étaient pas chinois. Moi, par exemple, quand je minais, je me mettais sur les pools chinois parce que c'était eux qui avaient on va dire une rétribution la plus régulière. En fait, c'était les plus compétitifs. Donc, en fait, il n'y a pas réellement, on oublie que les mineurs, c'est pas les pools. Donc, il y a aussi un autre aspect sur le mining. Donc, admettons que le hash rate, on est vraiment 50%, 51%, et que ça soit passé inaperçu. Admettons que la chauve-souris, elle arrive, et qu'elle ait le hash rate. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Moi, je vois trois trucs. On peut réécrire la blockchain, et pour cela, il faut avoir la puissance de calcul pour réécrire depuis le Genesis block, donc 10 ans de proof of work, en 10 minutes. Donc, il faut quand même y aller. Et puis surtout, il faut être capable de maintenir cette puissance de calcul. Parce qu'en fait, même si c'est facile, entre guillemets, de l'acquérir, la maintenir, ça demande énormément de fonds. Et même si un acteur est désintéressé financièrement, au bout d'un moment, voilà, il pourra générer de la monnaie, mais bon, à un moment, il y aura une limite. Une deuxième chose qu'on peut faire avec 51%, c'est miner des blocs vides. On a parlé récemment d'une attaque sur en gros un acteur ou un État qui aurait acquis la puissance de calcul et qui se mettrait à miner des blocs vides. Mais encore une fois, ça se verrait et en plus, on enlèverait l'incentive des fees puisque les blocs seront vides, donc ils n'ont pas de transaction, il n'y aura pas de frais de transaction. Et du coup, ça, même s'il y a une chaîne minoritaire qui a moins de travail, la chaîne la plus longue étant celle des blocs vides, on utiliserait quand même la chaîne minoritaire parce que dessus, les mineurs qui resteraient honnêtes auraient des fees. Et plus personne n'irait sur la chaîne majoritaire puisqu'elle est vide, et donc on ne pourrait pas l'utiliser. Mais on aurait une chaîne minoritaire qui continuerait de fonctionner. Il faut savoir que 10% du reward en début d'année, c'était les frais de transaction. Et puis, il y a une autre attaque, qui est la fameuse attaque du selfish mining. Donc, on a des gens français, je crois que Cyril Ganspan et Alec Morcus ont pas mal travaillé là-dessus, sur l'attaque du selfish mining, qui avait été découverte par Emin Gunsirer en 2013. Et il a un tweet très connu en 2013 quand il a découvert, qu'est-ce qu'il disait déjà? You hear it first, now it's time to sell your bitcoins. Bitcoin était à $150. Et donc voilà, depuis il a créé Avalanche et ça va bien pour lui, comme par hasard. Donc toutes ces attaques, elles sont bien réelles, mais elles ne feraient que ralentir Bitcoin. Du coup, il faut se poser la question, est-ce que vous allez dépenser 10, 20 milliards de dollars pour prouver que Bitcoin, en fait, ne peut être arrêté? Ben voilà. Donc en gros, pour citer The Wire, je dirais if you aim at the king, you best not miss. Donc en gros, tout ce qu'on va réussir à faire, c'est prouver que Bitcoin est résilient. Donc maintenant, je vais parler de la menace quantique. Alors la menace quantique, on en parle beaucoup. Ça, c'est un bel ordinateur quantique. Je crois que c'est celui de Google. Donc, c'est quoi un ordinateur quantique? C'est quand même un peu bizarre, un ordinateur quantique. Donc un ordinateur quantique, c'est l'équivalent d'un ordinateur normal, sauf que les calculs sont effectués à l'échelle atomique. Donc il se base sur les lois de la physique quantique.
qui est pas un sujet super simple à aborder, qui s'intéresse au comportement de la matière et de la lumière au niveau microscopique. Donc au niveau microscopique, il y a des phénomènes un peu bizarres qui se passent, qui sont totalement contre-intuitifs, et un objet peut être dans plusieurs états en même temps, un peu comme le chat de Schrödinger, et c'est le principe de la superposition quantique. Donc en fait, dans un ordinateur quantique, quand on a un ordinateur classique qui fonctionne avec des bits, avec l'ordinateur quantique, on a les qubits. Donc un qubit, c'est il y a le 0 et le 1 qui sont au pôle, et puis entre les deux, on a une superposition d'états. En fait, le but de l'ordinateur quantique, le truc, c'est qu'il peut analyser plein de combinaisons en même temps, et donc il peut être infiniment plus rapide qu'un ordinateur classique. Donc, est-ce qu'on va arriver à construire un ordinateur quantique générique, alors, qui soit capable de calculer tous les types d'opérations? Alors, les scientifiques sont pas d'accord aujourd'hui. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent que c'est un petit peu chaud. Donc, les états quantiques, ils sont super fragiles, et le fait juste de les observer, ben, ça les perturbe. Donc, pour manipuler les qubits, en fait, il faut généralement utiliser des atomes froids qu'on va piéger dans un laser au zéro absolu. Bon, ça nécessite un matériel de dingue. Bref, c'est pas très pratique aujourd'hui. Donc, on a Google, on a IBM, on a même des startups qui travaillent sur le sujet. Mais bon, on est quand même, il y a quand même un consensus pour dire qu'on est quand même à quelques dizaines d'années qu'on ait un ordinateur quantique générique. Alors, il y a le fait qu'il soit générique, mais après, c'est quoi la menace de l'ordinateur quantique sur Bitcoin? Donc, en fait, il y en a plusieurs. Au départ, je pensais qu'il y en avait qu'une, mais en recherchant, il y en a plusieurs. Mais du coup, je vais parler de la plus connue. Donc, la plus connue, c'est craquer l'algorithme de signature. CDSA ou RSA, mais bon, dans le cas de Bitcoin, c'est CDSA. Donc, en cryptographie quantique, parce que oui, ça existe déjà, la cryptographie quantique, on a un algorithme, l'algorithme de Shor, qui permet de, en théorie, craquer ECDSA. On a aussi un autre algorithme de Grover qui est intéressant sur le mining, mais bon, là, je vais pas en parler, parce que c'est un peu un rabbit hole, la cryptographie quantique. Donc, on va rester sur l'attaque la plus simple, entre guillemets, avec l'algorithme de Shor. L'algo de Shor, il permet de déduire la clé privée, mais uniquement quand la clé publique est exposée. Donc concrètement, il y a certains types de transactions qui sont plus à risque que d'autres. Donc les plus à risque, celles qui vont tomber en premier, c'est ce qu'on appelle les pay to public key, les P2, P4 pour les intimes. Ça représente environ 1,8 million de Bitcoin aujourd'hui. Alors celles-là, elles sont à risque parce que la clé publique, elle est publique. Et puis elle est directement accessible dans la blockchain. Il y a d'autres types de transactions un peu plus safe, et surtout si on utilise les adresses une seule fois. Donc c'est pas que pour la privacy, c'est aussi pour résister à l'ordi quantique qu'il faut utiliser les adresses une seule fois. C'est tout ce qui est pay to script hash ou pay to public key hash. Donc là où la clé publique elle est hachée, donc ça c'est déjà une protection. Mais on sera obligé de l'exposer quand on va dépenser l'UTXO. Et à ce moment-là où quand on va émettre une transaction, qu'on va signer une nouvelle transaction, ah ben la clé publique sera visible. Et donc si la chauve-souris elle arrive avec son petit ordinateur quantique à ce moment-là, ben, elle pourra récupérer votre clé publique. Donc, bon, globalement, il y a un bon tiers des UTXO aujourd'hui qui sont vulnérables à l'ordinateur quantique, mais on peut imaginer qu'on ait finalement une transition vers qui soit lente, où il faudra juste déplacer les fonds vers des solutions un peu quantum proof en fait, qui sont résistantes au quantique. Donc, la solution la plus simple, celle qui fait un peu consensus, c'est d'implémenter un autre algorithme de signature. Donc il y en a. On parle de l'algorithme de Lamport qui est un peu lourd, hein, les transactions sont bon. Bref, en tout cas, si vous suivez la mailing list Bitcoin, c'est un sujet qui est déjà sur la table et il y a déjà des solutions pour résister à l'ordinateur quantique. Et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que pour casser cet algorithme de signature CDSA, il faudra un ordinateur quantique avec plusieurs milliers de qubits. Donc on n'y est pas encore. Donc en conclusion,
L'ordinateur quantique, il est capable de casser Bitcoin, mais vraiment dans un futur très lointain. Et ça veut dire qu'avant, on pourra déjà s'y préparer. Et même si cet ordinateur quantique existait, hein, la fameuse chauve-souris, ben, on a déjà pas mal de pistes pour le contrecarrer. Donc il y a un autre argument un peu massu, c'est que si cet ordinateur quantique existait, en fait Bitcoin serait sûrement le dernier système informatique à tomber. Il y aurait d'abord les codes nucléaires américains qui seraient qui seraient craqués avant mes UTXO en tout cas, voilà, qui sont sur Bech32. Donc voilà. Donc là, le troisième vecteur d'attaque, c'est les gouvernements. Donc le gouvernement, déjà le gouvernement, les gouvernements peuvent implémenter toutes les attaques que j'ai annoncées précédemment. Mais pourquoi un gouvernement voudrait stopper Bitcoin? Quelle idée saugrenue. En fait, ils ont toutes les raisons pour. Parce que la meilleure définition de Bitcoin pour moi, c'est Bitcoin, c'est la séparation de l'argent et de l'État. Donc quand vous enlevez en fait un pouvoir à un État, c'est normal qu'il se défende. Donc, et en plus c'est un monopole qui est centenaire. Ça fait longtemps que le roi bat monnaie. Donc c'est tout à fait logique que les États s'en prennent à Bitcoin. Et personnellement, je me pose la question pourquoi ils ont attendu aussi longtemps. Enfin, ils ont à peine commencé en fait. Donc, en fait, c'est bien qu'ils mettent du temps. Je pense que c'est bien parce qu'ils n'ont pas forcément compris Bitcoin tout de suite. Mais globalement, c'est heureux parce que ça fait 10 ans que Bitcoin existe et il a eu le temps de se renforcer. Donc cette année, on a vu la Turquie, le Ghana, le Nigeria, la Bolivie, le Népal, l'Algérie, le Vietnam, l'Égypte, tout ça cette année, qui ont annoncé des restrictions ou carrément des interdictions sur Bitcoin. Donc le ban, il marche pas. Parce qu'en fait, on voit au Nigeria, il y a plein de gens qui sont en fait, ils vont trouver ça bizarre que le gouvernement leur interdise d'utiliser Bitcoin. Et du coup, ça leur donne plus envie d'essayer. Donc on voit que ça marche pas. Et bon, aujourd'hui, on regarde beaucoup les États-Unis parce que les États-Unis, c'est le pays qui va définir la régulation des États sur Bitcoin. Et les États-Unis sont un pays un peu trop libéral pour interdire Bitcoin comme ça. Enfin, ils sont dans une situation un peu pas confortable. Parce qu'à la fois, ils sont libéraux et donc ils veulent que l'innovation, thrive, comme ils disent en anglais. Mais d'un autre côté, c'est une menace pour le dollar. Donc voilà. Donc là, j'ai plus beaucoup de temps, mais en gros, la menace de régulation, elle est réelle. Donc voilà. Ça, c'est le gouvernement qui banne Bitcoin. Parce qu'en gros, ça sert pas à grand chose globalement. Et puis voilà, je vais finir rapidement sur le dernier vecteur qui est pour moi un vecteur un peu marrant, qui est le FUD, avec eux qui en fait c'est surtout balancer des informations qui sont fausses pour la plupart, pour essayer de décourager les gens de s'intéresser à Bitcoin. Et ça a bien marché jusque-là. Et voilà. Ah, il n'y a pas le son. Super. To buy and sell things. Unlike the dollar, their value fluctuates wildly depending on the whims of speculative day traders. Elisabeth Warren. Bitcoin is worthless artificial gold, which if it succeeded would facilitate a lot of illicit activity. Now that is not something I think the world needs. You know, I agree. I would short it if there was an easy way to do it. Our next guest says that it is a scam. Bitcoin is, where does the value come from? Well, if it's not an effective means of payment, if it's not a great store of value, and I don't think it is either one of those things, because in at very least the volatility, well, then what makes it valuable? I could care less about Bitcoin. I don't know why I said anything about it. I don't personally understand the value of something that has no actual value. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. JP Morgan, qui est d'ailleurs actionnaire de Consensus, qui contrôle Ethereum. Donc, au final, pour conclure, parce que j'ai plus beaucoup de temps, le tardigrade, et le honey badger n'en ont cure.
parce qu'on va toujours trouver des systèmes pour résister en fait à tous ces vecteurs d'attaque. Et en fait, moi j'aime bien qu'on voit Bitcoin un peu comme un mix entre le Honey Badger qui ne craint rien et le tardigrade qui a un métabolisme de fou, parce que ça veut dire que potentiellement Bitcoin est vraiment indestructible et que vraiment dans nos enfants, nos petits-enfants, même les petits-enfants de l'Hémiscat tout à l'heure, ils auront des Bitcoins, ils pourront l'utiliser. Voilà. Merci.